Bonjour à tous, et oui, je quitte Canon. Alors, on va tout de suite préciser les choses. Non, je ne quitte pas Canon parce que Canon m'a trop frustré ou les boîtiers Canon, dont le dernier que j'avais, donc le R5 II, qui est un excellent boîtier, bien entendu, ont des défauts. Le système Canon a certains défauts, mais comme toutes les marques, tous les boîtiers ont des défauts, tous les systèmes ont des défauts. Bien. Sur Canon, je reviens vite fait, puisque quand même, il faut bien le dire, sur les défauts moi que je vois, en tout cas chez Canon, ou en tout cas qui moi m'ont suffisamment affecté, en tout cas entre guillemets. Et je précise, c'est pas à cause de ces défauts, qui, encore une fois, je répète, il y en a dans toutes les marques, dans tous les systèmes, ce n'est pas à cause de ces défauts que j'ai revendu mon matériel Canon pour passer à autre chose. Je vous garde le suspense là, jusqu'à un peu plus tard dans la vidéo. Chez Canon, bon, on le sait tous, évidemment, le plus gros défaut, entre guillemets, c'est la non-ouverture au constructeur tiers, à part en APS-C, et heureusement, et uniquement avec Sigma, en tout cas. Par contre, sur le plein format, c'est pas près d'arriver, puisque là, pas plus tard que ce matin, je viens de voir qu'ils ont sorti un nouveau 70-300 en RF. Pas ridicule au niveau ouverture, F4, F5, 6 pour 300 €. Alors il va y avoir des compromis à ce prix-là. Je fais pas une vidéo sur cet objectif, mais enfin bon, on faudra voir. Il n'a pas l'autofocus USM. Je crois qu'il n'a pas de stabilisation. Alors ça, par contre, surtout qu'il y a beaucoup de boîtiers chez Canon qui sont pas stabilisés. Alors là, 300 mm sans aucune stabilisation, c'est pas l'idée du siècle. Mais bon, passons. Tout ça montre en tout cas que ils sont pas tout à fait prêts d'ouvrir la monture RF en plein format au constructeur tiers. C'est quand même bien dommage, parce que même s'ils ont des très beaux objectifs, ils sont vraiment très très chers. La série L, bien sûr, et en tout cas, c'est un problème connu. Je veux dire, moi, quand j'ai choisi d'aller chez Canon, je connaissais ce problème, bien entendu. Là, sur le R5 II, je me satisfaisais assez bien de mon récent 28-70 f2.8, assez compact, assez léger et avec du 2.8 constant, de bonne qualité optique en plus, avec un bon autofocus. Donc bon, voilà. Plus, j'avais le 35-1.8, etc., le 51.8, le 15-30 en grand angle, dont je ne me suis pas beaucoup servi finalement, et bien sûr l'excellent 100-400, excellent pour son rapport qualité-prix en tout cas. Bon. Une fois qu'on a dit tout ça, sur les Canon en général, les autres défauts que je pointe, c'est au niveau de l'ergonomie. Alors autant on les a très bien en main, autant il manque de boutons. Clairement, c'est un boîtier, des boîtiers, je trouve qu'il manque de boutons. Enfin, en tout cas, tous ceux qui ont la grosse roue arrière héritée des réflexes numériques et peut-être même de l'argentique, je pense, chez Canon, qui évidemment a fait ses preuves, sauf que aujourd'hui on est quand même en 2025 et que la concurrence, soit elle a un pad à la place de cette roue, alors par contre souvent il y a une roue en moins, donc ça se discute, c'est sûr, mais il y a une concurrence qui s'appelle Sony et Panasonic qui ont à la fois la roue et le pad. Ça fait les deux, quoi. Et si je dis ça, c'est parce que ne pas avoir de pad, c'est agaçant, quand même. C'est agaçant parce que quand vous voulez vous balader un peu dans les menus ou dans une photo, que vous n'avez pas envie tout le temps d'y mettre le doigt, parce qu'évidemment on a un super tactile chez Canon, ça on le sait, mais il y a des fois vous n'avez pas envie. Bon, alors là vous êtes obligé d'y aller avec les molettes ou le joystick pour monter, descendre et tout. Là, un pad, c'est beaucoup plus pratique. Et puis l'autre, évidemment, inconvénient de ne pas avoir de pad, c'est que chez la concurrence, les 4 boutons du pad en prise de vue sont des boutons programmables. Et comme les Canon ont déjà pas beaucoup de boutons personnalisables, si on y rajoute qu'il leur manque en plus ces 4 boutons qu'ont toute la concurrence, voilà où on en est chez Canon. Pas de pad, c'est pas pratique. Et là, on manque de boutons personnalisés. Bon,
Une fois qu'on a dit tout ça, je vais rajouter spécifiquement au R5 II qu'il y avait un petit côté ergonomique que moi j'avais pas bien vu quand je l'ai commandé, et puis je savais que le R5 avait le même système, mais bon, tant qu'on l'a pas vraiment essayé, ben on sait pas en fait. Vous savez, c'est pour changer le mode d'exposition. Pour changer le mode d'exposition sur le R5 ou le R5 II, vu que vous n'avez pas de roue PASM, vous êtes obligé de faire deux actions. Vous appuyez d'abord sur un bouton et ensuite vous tournez une molette pour changer le mode d'exposition. Et pour voir où vous en êtes du mode d'exposition, vous avez un petit écran sur le dessus, sauf que comme c'est un écran et la molette, vous ne savez plus dans quel sens il faut la tourner pour aller plus vite vers un mode d'exposition que l'autre. Une fois sur deux, vous vous trompez, allez, il faut refaire tout le tour. C'est pas ergonomique. Vous mettez des fois 10 secondes à changer un mode d'exposition alors que vous mettez une seconde ou deux avec une vraie roue PASM. Voilà. Autant l'écran, le petit écran supérieur, moi j'aime bien, sauf que là, pour le coup, sur le R5 et le R5 II, il est trop petit cet écran, il est vraiment pas assez lisible, donc il sert pas non plus à grand chose. Et vu qu'on n'a pas de roue PASM, vous voyez ce que je veux dire, bah du coup, c'est un peu chaud, moi je trouve. J'ai eu précédemment le Fuji X-H2S, qui lui avait un écran beaucoup plus grand, beaucoup plus lisible, donc là il servait vraiment à quelque chose, et en plus il avait la roue PASM, donc c'est quand même très différent. Voilà, j'ai fini avec les petits ou un peu plus gros défauts des Canon, du R5 II en particulier. Maintenant, Canon ça reste un super système, le R5 II, je l'ai dit, j'ai fait 2 vidéos dessus, je reviens absolument pas sur ce que j'ai dit, c'est un super boîtier, et au prix où il est placé, certes c'est cher, mais au prix où il est placé, à mon avis, c'est de loin la meilleure option face à un Nikon Z8 par exemple. On ne parle pas du Sony 1 Mark II qui coûte quasiment 3000 € de plus et qui amène rien de plus quasiment. Donc ça reste super, il n'y a pas de souci. Il y a des super objectifs qui sont très chers pour les sériels, mais Canon se met petit à petit à combler justement dans la gamme intermédiaire. Voilà, rien de plus. Non, qu'est-ce qui fait que, comme ça, tout d'un coup, j'ai tout revendu, mon système Canon, et pour quoi, bien sûr. Eh bien, en fait, je me suis aperçu quand même, depuis un petit moment, c'est pas depuis le R5 II, que je sortais de moins en moins avec mon appareil photo. Tout simplement, pour 2 raisons. La première, c'est quand même, il faut bien le dire, quand vous avez ces boîtiers-là, vous avez quand même un peu l'impression de faire des photos avec un ordinateur. Alors oui, ils ont des fonctionnalités géniales, en particulier le R5 II, mais vous avez quand même l'impression de faire des photos avec un ordinateur. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième, c'est qu'on n'est plus il y a 15 ou 20 ans en arrière. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a 15-20 ans en arrière, vous vous promeniez dans la rue avec un réflexe numérique, on ne vous regardait pas avec des yeux comme ça, quoi. Parce que tout simplement, les gens qui ne prenaient pas des photos avec des réflexes, souvent ils avaient des compacts pour quand même faire des photos, pour amener des souvenirs, parce qu'on n'avait pas les smartphones qui faisaient des photos à l'époque. Et donc, du coup, aujourd'hui, vous passez quand même un petit peu, il faut bien le dire, pour un extraterrestre, quand vous vous baladez dans la rue avec votre R5 II, avec un bon objectif dessus. Et oui, donc les deux combinés font que je me suis aperçu vraiment que je sortais beaucoup moins faire des photos ou même des petites vidéos, parce qu'on peut faire des super des super vidéos avec ces boîtiers aussi, et pas que des photos. Donc une fois que j'ai dit tout ça, je me suis rappelé quand même qu'il y a 2 ans et demi, 3 ans, j'avais acheté un XT4, un Fuji XT4, que j'ai pas gardé très longtemps parce qu'après j'ai acheté le X-H2S qui correspondait un petit peu mieux, alors pour le coup à l'époque, à ma pratique. Le XT4, je savais que lui, je le sortais. Alors ça, il n'y avait pas de problème, parce qu'avec son look quasi argentique, là, les gens, ils vous regardent, mais j'allais dire, c'est un peu idiot ce que je veux dire, mais plus positivement, pour le coup. Et puis, c'est plus petit quand même comme boîtier, un XT4 qu'un R5 II. Également, et puis c'est le système APS-C, donc les objectifs en général sont quand même un peu plus petits aussi, voire nettement plus petits, ça dépend bien entendu.
Donc voilà, je me suis quand même rappelé de ça, et moi j'ai toujours aimé hein, cette ergonomie, je pense que je suis pas le seul, hein, où vraiment on règle tout à la main quoi, sur l'appareil. Là on n'a vraiment pas l'impression d'avoir un ordinateur, hein, on ne fait pas des photos avec un ordinateur, même si ce qu'il y a dedans au niveau processeur, au niveau capteur, etc., c'est la même chose qu'il y a dans les autres boîtiers, mais hein, c'est psychologique, hein, je ne sais pas. Bref, toujours est-il que voilà où j'en étais, et du coup, ben, j'ai essayé de me dire aussi qu'est-ce que j'ai retenu du R5 II en particulier, qu'est-ce qui m'a le plus fait waouh quoi, sur le R5 II, que là j'aimerais pas trop revenir en arrière maintenant. Et ben, je vais vous dire, c'est pas forcément le capteur empilé finalement, alors que j'en pense toujours beaucoup de bien hein, des capteurs empilés pour certaines utilisations, mais moi je me suis aperçu que finalement j'en avais moins l'usage maintenant, hein, parce que j'en ai fait pas mal des photos là, notamment des petits oiseaux, des collages et tout, et puis c'est bon, j'en fais toujours un peu hein, parce que je trouve ça plaisant, mais j'ai pas forcément besoin d'avoir tout le temps un capteur empilé. J'ai pas tout le temps besoin d'avoir une rafale avec un buffer énorme. Bon, voilà. Par contre, là où je transige pas, et ça c'est pas le R5 II, ça fait belle lurette depuis le XT4 tout simplement, que j'ai des boîtiers qui ont le prédéclenchement en RAW, hein, j'insiste bien. Et là, jamais de la vie, je reviendrai en arrière là-dessus, parce que ça non plus, je m'en sers pas tout le temps, mais quand l'occasion se présente, c'est trop bien d'avoir cette fonctionnalité, vraiment. Hein. Donc, prédéclenchement obligatoire, rafale quand même conséquente, hein. On va dire tout ce qui est au moins de 20 images par seconde, en tout cas avec prédéclenchement pour avoir accès quand même une fois de temps en temps à ces photos magnifiques hein, qu'on peut faire donc en photo animalière entre autres. Bon, donc ça. Alors ça c'est pas forcément ce que j'ai retenu du R5 II plus qu'autre chose. Ce que j'ai retenu c'est le capteur 45 mégapixels. Alors ça va peut-être étonner du monde hein, parce qu'il y en a beaucoup qui disent ça sert à rien, ça fait des fichiers plus lourds après sur l'ordinateur et tout et tout. Alors c'est vrai évidemment. Hein. N'empêche que là, sur certaines photos, je l'ai eu l'effet waouh. C'est-à-dire que vous avez un niveau de détail qui est impressionnant. Alors, pour peu que vous ayez un objectif quand même qui suit la cadence, hein, forcément, mais vous avez un niveau de détail qui est génial hein, quand même. Et surtout, quand vous zoomez dans l'image sur l'ordinateur, bah, c'est là que vous dites waouh, mais ok, là j'avais mon 28-70 sur cette photo, bah, à 70 j'ai été trop court parce que c'était loin ce que je prenais en photo et tout. Alors bah, je dis pas que vous allez faire un zoom x3 par rapport à un capteur 25 mégapixels, mais juste un zoom, vous voyez, 1,3, 1,4 fois déjà, mais c'est beaucoup en fait, hein, en recadrage, et vous vous dites mais si c'est plus un problème de partir avec un 28-70 quoi, ou un 24-70, parce que par contre en grand angle ça le fait pas, hein, le recadrage. Voilà, donc ouais, je me suis dit je vais peut-être avoir du mal à revenir en arrière là-dessus quand même, franchement. Donc qu'est-ce que je fais? Et bien là, vous allez vous dire, allez voir la première vidéo sur ma chaîne, vous allez rigoler. Vous allez rigoler. La première vidéo sur ma chaîne, c'était, je me rappelle plus le titre exact, c'était en gros j'avais un XT4 et j'avais dit pourquoi je possède un XT4 et pourquoi j'achèterais pas le XT5 de Fuji. Devinez quel appareil me filme? Le Fujifilm X-T5. Et oui, quel bonheur ce boîtier. Bah, franchement, voilà, je redécouvre le plaisir de faire de la photo et vous voyez, il fait de la vidéo aussi. Alors attention, je sais que l'autofocus Fuji en vidéo, il y a des trucs à dire, donc je verrai bien en dérochant cette vidéo, n'est-ce pas, si il y a des pompages, parce que c'est vrai que sur le Canon, j'en avais jamais, hein, quand je faisais une vidéo YouTube comme ça, sur les Canon, on verra, hein. Au pire, je me suis dit de toute façon, peut-être que là, dans l'avenir plus ou moins proche, j'achèterai le nouveau Canon R50V qui est quand même pas très cher.
avec un petit objectif pas trop cher que j'achèterai d'occasion, hein, je pense, pour faire les vidéos YouTube. Et là je sais que l'autofocus il lâchera pas, il pompera pas, voilà. Mais bon, c'est pas forcément une priorité. Alors là où je suis très handicapé par contre, c'est que cette vidéo, voyez-vous, je la tourne à l'aveugle. Et oui, le X-T5 n'a pas d'écran sur rotule. Donc du coup, bah là pour l'instant je fais avec. Là où je pense investir, mais ça faisait déjà un petit moment que je pensais investir, même avec les écrans sur rotule. C'est-à-dire que les écrans sur rotule c'est bien, c'est pas magique non plus parce que c'est petit hein, quand même. C'est petit, en plus vous avez quand même les indications dessus, notamment vous laissez les barres de son et tout pour voir, vérifier que vous avez toujours le son qui marche, et finalement vous voyez plus grand chose hein, clairement. C'est rassurant on va dire, plus qu'autre chose. Et ça faisait longtemps que je pensais investir dans un moniteur externe. Alors un moniteur, hein, pas un moniteur enregistreur, un moniteur externe pas trop cher non plus, mais c'est vraiment beaucoup plus grand quoi. Et là de toute façon ça sera indispensable avec un X-T5 si je veux me filmer, en tout cas avec ce boîtier. En tout cas, sachez voilà, que je filme à l'aveugle. Alors, bon, bah, j'avais dit pas de X-T5 et j'achète un X-T5. Alors, on est quand même presque 3 ans après, donc j'ai évolué aussi, bien sûr. Et là où je disais, il y a quasiment 3 ans, que les 40 mégapixels du X-T5, moi, je voyais pas trop à quoi ça servait. Bah, maintenant, je vois à quoi ça sert, hein, puisque j'ai vu sur le Canon R5 II, alors c'était 45 même, bon 40 là c'est pas loin, et j'ai déjà fait des tests, ça me fait le même effet waouh que sur le Canon R5 II, surtout que dessus, et là c'est l'avantage évidemment aussi de Fuji, là aussi il y a eu des évolutions depuis 3 ans au niveau de l'ouverture aux constructeurs tiers. Alors quand j'ai acheté le X-T4, déjà hein, il y avait Sigma, les petites focales fixes à 1.4 là, de Sigma. Le 1850 il est arrivé en cours de route quand j'avais le X-T4. Je l'avais acheté hein, d'ailleurs le 1850, je l'avais même sur le Fuji X-H2S. Voilà, donc super, mais là il y a eu des nouveautés et l'objectif qui me filme ici, je vous garantis que c'est le deuxième effet waouh, et celui-ci je ne l'ai jamais eu avec aucun objectif parce que tout simplement j'ai jamais eu les moyens de m'acheter des objectifs superlatifs hein, quelle que soit la marque, je veux dire hein, les GM de Sony, les L de Canon, je sais plus, les S je crois de Nikon, notamment les focales fixes. Mais là celle qui me filme, alors on le verra pas forcément en vidéo, mais je peux vous dire qu'en photo c'est incroyable. Incroyable. Viltrox, oui, Viltrox. 27 mm f1.2. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cet objectif. Donc moi, tout le bien que j'en ai lu et vu, pour 500 €, en plus c'est un équivalent à peu près 41 mm, donc c'est super polyvalent en photo. Hein. Une focale fixe dantesque hein. Au niveau, alors déjà 1.2 pour l'ouverture, bon, on est sur APS-C donc évidemment ça fait pas le flou d'un 1.2 du plein format, mais enfin ça en fait déjà, et puis surtout ça fait un très joli flou d'arrière-plan parce que c'est un diaphragme à 11 lamelles, donc excellent, vraiment une finition au top, une vraie optique pro hein, à 500 € quoi. Et c'est magique, c'est magique. Le piqué de cet objectif, il est démentiel, vraiment. Et alors là, avec un capteur haute résolution, ça prend absolument tout son sens. Cet objectif est magique, franchement. Alors évidemment, je ne prends pas que lui. J'ai pris le 10-18 de Sigma en grand angle, qui est tout petit, tout léger, et c'est un f2.8 constant. Hein. Donc voilà, je l'ai reçu aussi celui-ci. Alors pour l'instant voilà, j'ai que ces deux-là. J'ai commandé aussi évidemment évidemment non parce que c'est assez cher, mais le 16-55 de 8, le nouveau de Fuji, j'ai fait une vidéo quand il est sorti hein, cet objectif, parce que franchement je savais qu'il valait le coup, et d'ailleurs il est en rupture, je sais absolument pas quand je vais le recevoir, c'est évident, et qu'il a du succès parce que bon ouais ok 1300 €, mais 410 grammes le 16-55 f2.8 quoi, 410 grammes. C'est pouf,
C'est génial. Même mon 28-70 f2.8 qui était léger, hein, en Canon, était plus lourd que ça. Hein. Donc là, sur un XT5 qui est beaucoup plus... Ah oui, j'oubliais, qui est aussi beaucoup plus léger qu'un R5 II, hein, on a 200 grammes d'écart, hein, batterie et carte comprises, c'est énorme, hein, 200 grammes évidemment. Et d'ailleurs, je note bien que le XT5 est plus léger que le XT4 que j'avais. Alors j'ai plus les deux pour comparer, mais tout de suite ça se sent au niveau sensation. Il est plus léger et il a une meilleure prise en main parce ils avaient redessiné la poignée, je me souviens, et effectivement ça se connaît. Bonne prise en main. Alors c'est pas celle évidemment d'un hybride genre Canon R5 II, hein. On n'a pas la grosse poignée, mais enfin la petite poignée qu'ils ont mis, elle est vraiment pas mal, hein. Honnêtement, elle est vraiment pas mal. Donc voilà où j'en suis. J'attends donc je pense assez longtemps le 16-55 2.8. Alors il est très bon et surtout ils l'ont tellement rapetissé et allégé qu'il va aller comme un gant, ça c'est sûr. Quand j'ai besoin d'une grande ouverture et d'un piqué de dingue, eh ben, ce Viltrox évidemment. Quand j'ai besoin de super grand angle, ce minuscule Sigma. Et puis, bien entendu, il va me falloir de la longue focale, parce que moi, j'aime bien utiliser la longue focale, hein, notamment avec le prédéclenchement, donc qu'a ce XT5, bien entendu. Sa rafale, alors qui est entre guillemets limite, hein, pour certaines utilisations, puisque c'est 20 images par seconde. C'est 20 images par seconde avec un crop de 1,29, mais vous êtes sur un capteur 40 mégapixels, donc aucun souci pour le crop 1,29, hein, pour avoir la rafale à 20 images par seconde. Donc voilà, le buffer est très faible, mais alors honnêtement, là je vais vous dire, ça aussi j'ai réfléchi, hein, dans ma pratique en fait, ce buffer, en fait, quand vous utilisez le prédéclenchement, alors ça dépend de ce que vous faites comme photo. Moi, c'est toujours pour faire des photos des petits oiseaux qui décollent. Mais en fait, ce qui compte, c'est juste les photos du prédéclenchement. En fait, celles qui sont après, une fois que vous avez vraiment appuyé dessus, ça ne sert à rien. Il n'y a déjà plus l'oiseau dessus. Et ben, franchement, il n'y a pas besoin de plus d'une seconde. Je crois même que le prédéclenchement ne dure même pas une seconde, en fait, hein. Donc, c'est pas gênant, en fait. Moi, dans cette pratique-là, c'est pas gênant que le buffer soit très faible. En fait, tant qu'il dure une seconde, et ben, c'est bon, ça suffit. Franchement. Bon. L'autre point délicat sur je reviens aux objectifs après, pardon. L'autre point délicat sur ce capteur, c'est qu'évidemment il n'est pas empilé lui et donc il est beaucoup plus sensible au rolling shutter. Donc là, il faut accepter que sur une rafale, on aura plus de déchets dus, alors peut-être à l'autofocus aussi quand même. N'oublions pas que c'est pas l'autofocus de Canon non plus. Cela dit, j'avais pas un mauvais souvenir moi du XS20, parce que j'ai eu le XS20, le XH2S aussi, mais le XH2S c'est un capteur empilé, donc c'est un peu différent. Sur le XS20, il était très bon, l'autofocus franchement, en tout cas en photo, rien à dire. Et le XT5, avec toutes les mises à jour qu'il y a eu, hein, je veux dire, là j'ai fait la toute dernière, hein, j'ai vu qu'il ne l'avait pas, la 4.1, donc je l'ai faite hier. Il va super bien cet autofocus, il n'y a aucun souci, hein, franchement. Alors, je reviens à mes photos là, de petits oiseaux ou autres. Le rolling shutter, il faudra accepter que sur une rafale, il y ait quelques photos qui soient inexploitables à cause du rolling shutter. Et je parle en connaissance de cause parce que si je reprends, je vais vous en repasser là quelques-unes. Hein. Si je reprends certaines photos que j'ai pu faire là, de ces petits oiseaux, regardez bien. La première que je vais vous montrer, elle est faite au XT4. Et le XT4, il ne va pas plus vite en lecture de capteur que le XT5. Et surtout, il a un buffer un tout petit peu plus grand, mais je vous ai dit, ça sert à rien, honnêtement. Et surtout, il a un moins bon autofocus. Là, pour le coup, le XT4 que le XT5. Vous voyez quand même, malgré tout, voilà, hein, le genre de photo que ça pouvait sortir. Bon. Ensuite, je vous en passe une autre. Celle-là, elle est faite avec le Canon R6 Mark II. Le Canon R6 Mark II, il n'a pas un capteur empilé. Alors par contre, il a un capteur non empilé qui lit quand même plus vite que tous les autres, hein, tout simplement, qui sont non empilés. Donc,
ça le favorise quand même dans cet exercice. Et en plus, il a 40 images par seconde avec un buffer qui est assez conséquent. Mais bon, donc cette photo, elle est quand même assez... alors, je ne veux pas me lancer des fleurs, mais je l'aime bien quand même, celle-là. Parce que fallait la faire quand même, hein, un petit matin d'hiver, comme ça, voilà. Donc, elle est faite sans capteur en pied. En tout cas, c'est ce que je retiens. Ensuite, celle-ci, que j'ai passée aussi dans d'autres vidéos, notamment sur le Canon R7. Alors voilà, hein, alors Canon R7, pour le coup, il est connu aussi pour son rolling shutter marqué, hein, il n'a pas une lecture de capteur meilleure que ce X-T5. Par contre, je vous avais montré aussi celle-ci, voilà, ça c'est celle de la fin de la Rafale. Et là, évidemment, celle-là, elle est inexploitable. Quand on voit les ailes de l'oiseau, là, le rolling shutter, on comprend. Mais vous voyez, c'est la même Rafale, hein, que la photo précédente qui, elle, était exploitable. Donc en fait, il faut accepter qu'il y aura certaines photos pas exploitables dans la Rafale. Et ouais, alors peut-être que ça sera pile celle qui était bien, qui aurait été bien. Ah ouais, c'est sûr. Mais bon, il faut accepter ça, et c'est sûr. Et chez Canon, il n'y a pas un boîtier qui me donne envie d'aller ressortir faire des photos comme ce X-T5 aussi. Donc on n'a rien sans rien, hein, comme dirait l'autre. Donc je finis avec les objectifs. Je vais me prendre le 100-400 de Sigma. Parce que Sigma, alors ça c'est récent, moi quand j'avais mes Fuji, il n'était pas sorti en monture Fuji le 100-400 de Sigma. Donc parfait, le 100-400 de Sigma, qui est pas mauvais, hein, en plus, qui est par rapport au 100-400 de Fuji, qui est peut-être un petit ton en dessous au niveau qualité optique, mais c'est léger, hein. J'ai vu beaucoup de tests comparatifs, hein, notamment j'ai été revoir celui de Damien Bernal, c'est léger. Et ce qui n'est pas léger, c'est la différence de prix. Il coûte quasiment moitié moins cher, le Sigma. Et il est beaucoup moins encombrant et moins lourd, c'est le comble, alors que c'est un objectif plein format. Bon, voilà. Donc ça sera pour commencer mon parc d'objectifs. Je pense pas que pour commencer, parce qu'il y a déjà de quoi faire avec ces 4 objectifs, je pense bien. Hein. Et donc voilà, après le X-T5, pour en revenir à lui, vous le connaissez, hein, je ne vais pas vous remontrer des photos d'un X-T5, c'est bon, là c'est bien lui qui est en train de me filmer en 4K. J'ai pas mis la 4K fine, hein, la 4K normale, 25 images par seconde. Voilà, alors évidemment je reviens sur l'écran. C'est sûr que là c'est plus que pénalisant, mais encore une fois, je vous ai dit, ça fait un moment que je pense à la solution de toute façon de moniteur externe. Mais bon, alors par contre, c'est vrai qu'en photo, c'est quand même mieux. Hein. Ça, j'avoue, le fait de hop, qui se relève juste comme ça, là, et puis il peut se mettre sur le côté aussi, hein, quand on cadre en plongée ou verticale, je veux dire en plongée contre plongée verticale. Voilà, il a le mouvement qu'il faut. Et puis c'est vrai que là, il se relève ou il se baisse, quoi. C'est dans l'axe, et puis c'est plus discret, quoi, hein, que cet écran déplié là sur le côté de toute façon aussi. Donc c'est vrai qu'en utilisation photo et même en utilisation vidéo, quand vous êtes derrière le boîtier, hein, ça va très bien en fait cet écran, et ça le rend justement aussi plus petit et plus léger que le X-T4, parce que mine de rien, l'écran sur rotule, ça prend plus de place, ça épaissit plus le boîtier. Alors évidemment, on pense aussi au génial système de Sony, hein, et qui maintenant est aussi sur le nouveau Panasonic S1R Mark II, où on a l'écran qui fait les deux à la fois. Mais quand même, là aussi, ça le rend encore un peu plus gros qu'un simple écran sur rotule. Alors que là, l'écran est vraiment très fin. Hein. Quand il est plaqué sur le boîtier est super agréable, quoi, hein. Voilà. Écoutez, ça sera tout. C'est sûr que je vous referai peut-être des fois des petits bilans où je vous montrerai des photos que j'ai pu prendre, alors notamment avec cet incroyable 27 mm de Viltrox. Voilà, en tout cas, je redécouvre enfin le plaisir de sortir avec mon appareil photo. Et oui, j'aurais pas gardé le R5 II très longtemps, c'est sûr. Je regrette pas ce changement, hein, c'est sûr. En tout cas, voilà. Écoutez, si vous voulez plus de précision, comme d'habitude, vous me dites dans les commentaires. Vous pouvez me dire aussi que je ne sais pas ce que je veux, je le prendrai pas mal, il n'y a pas de souci. Moi, je dis j'évolue dans ma pratique, c'est pas tout à fait pareil. Merci d'avoir suivi, à bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir. Et n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude.